Bonjour, heureux de vous retrouver dans une nouvelle leçon sur la cinématique du solide indéformable. Merci de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence. Comme plan du cours, dans ce chapitre, nous allons aborder les propriétés cinématiques du solide indéformable. Nous allons aussi voir quelques mouvements particuliers d'un solide indéformable, tels que le mouvement de rotation autour d'un axe fixe et le mouvement de translation. Dans les vidéos prochaines, nous allons voir la suite de ce chapitre qui concerne le paramétrage d'un solide et aussi la cinématique de contact. Les objectifs pédagogiques de cette leçon sont, premièrement, décrire et caractériser les mouvements d'un solide. Deuxièmement, déterminer le champ des vitesses et introduire le torseur cinématique. Troisième et dernier objectif, déterminer le champ des accélérations. En première année, vous avez vu dans le cours de mécanique 1 le modèle de point matériel. C'est quoi donc ce modèle? Ce modèle est un modèle dans lequel on néglige les dimensions d'un corps ou objet solide. C'est-à-dire, on ne tient pas compte de la rotation propre du corps ou objet solide. Ce modèle est valable si les dimensions du corps physique sont faibles par rapport à la distance d'observation de celui qui observe le mouvement. Dans ce cours, c'est-à-dire le cours de mécanique 2, on a intérêt à étudier le modèle d'un solide indéformable. C'est quoi un solide indéformable? Le solide indéformable est un modèle utilisé en mécanique pour décrire le comportement d'un corps, objet ou une pièce par exemple. Et ce modèle, par rapport au modèle de point matériel, il permet de prendre en compte la rotation propre de l'objet par rapport au référentiel. Donc ici, dans le modèle d'un solide indéformable, on va tenir compte de la rotation propre. Dans le modèle de point matériel, on ne tient pas compte de rotation propre. Dans un référentiel héliocentrique, par exemple, il est possible d'étudier le mouvement de révolution de la Terre, comme vous voyez, de la Terre, en considérant cette dernière comme point matériel, comme un point matériel. Donc, on peut considérer la Terre comme point matériel dans son mouvement autour du Soleil. Parce que le rayon de la Terre, il est très inférieur à la distance moyenne Terre-Soleil. Si on compare le rayon de la Terre par rapport à la distance séparant le Soleil à la Terre, donc ce rayon, ou bien les dimensions de la Terre, elles sont négligeables devant, voilà, cette distance. Donc, on peut utiliser dans ce cas le modèle de point matériel et on ne va pas utiliser le modèle d'un solide indéformable. Ça, c'est dans un référentiel héliocentrique. C'est quoi un référentiel héliocentrique? Je rappelle que ce référentiel, il prend comme origine le centre du Soleil et il a trois axes pointant vers trois étoiles fixes dans l'espace, c'est-à-dire trois étoiles infiniment éloignées du Soleil. Maintenant, dans un référentiel géocentrique, c'est-à-dire dans un référentiel qui prend l'origine de la Terre comme origine, et ces trois axes, ils pointent vers trois étoiles fixes dans l'espace.
Donc, dans ce référentiel, il est évident qu'on ne peut pas considérer la Terre comme un simple point matériel. Il faut tenir compte de sa forme et de la répartition de masse en son sein. Le modèle le plus simple, bien connu, est celui d'une sphère, comme le montre la figure, une sphère de rayon RT et voilà, une sphère homogène qui a comme répartition de masse une répartition sphérique. Donc ici, dans un référentiel héliocentrique, on considère la Terre comme point matériel, c'est-à-dire on utilise le modèle de point matériel, et dans un référentiel géocentrique, on considère le modèle d'un solide indéformable. Je commence cette leçon par donner la définition de la cinématique. La cinématique est la science de description du mouvement indépendamment des causes de celui-ci. C'est-à-dire que dans une étude de cinématique, on s'intéresse à décrire le mouvement des objets, mais sans parler des forces, Dans l'actuelle vidéo, on va s'intéresser à l'étude de la cinématique du solide indéformable. C'est quoi un solide indéformable? Un solide indéformable est un ensemble de points 2 à 2 équidistants au cours du temps. C'est-à-dire, si vous prenez un solide, ici on suppose que le solide est un ensemble de points matériels, donc la distance entre deux points matériels quelconques du solide, elle reste constante au cours du temps. Prenons par exemple A et B, deux points quelconques du solide. Donc S est un solide indéformable si et seulement si la distance entre A et B reste constante, quel que soit T. Elle reste constante au cours du temps. Cela, on peut l'exprimer mathématiquement par le fait que la norme du vecteur AB égale à constante, ou bien la norme du vecteur AB carré égale une constante. Ici, je donne des exemples de solides indéformables. Voilà, pour comprendre la cinématique d'un objet en mouvement, il faut d'abord définir un système de référence, également appelé référentiel, c'est-à-dire un repère de l'espace et une référence pour le temps, c'est-à-dire un repère pour repérer la position et une horloge pour repérer le temps. Dans ce cours, on va confondre la notion de référentiel avec repère, car tous les repères en mécanique classique sont munis de même horloge. Ils sont munis de même horloge. Le temps en mécanique classique est absolu. Donc, on va confondre dans ce cours référentiel avec repère. Les repères que nous allons introduire sont, premièrement, il y a repères fixes et absolus. Il y a aussi des repères intermédiaires. Et dans ce cours, on aura recours aux repères liés. Donc, c'est quoi un repère qui est fixe ou absolu? Un repère, il est absolu. Par exemple, le repère R0, OX0, Y0, Z0 est un repère qui est absolu, c'est-à-dire il est au repos absolu dans l'univers. Il est au repos absolu dans l'univers. En mécanique industrielle, on peut considérer la Terre comme un bon repère absolu, ou bien un repère lié au laboratoire.
on peut le considérer aussi comme repère absolu. Je passe au repère lié. Donc le repère lié, c'est quoi? C'est un repère lié au solide. C'est-à-dire, dans ce repère, le solide est fixe. C'est-à-dire, si on choisit 3 points d'un solide, ces 3 points, ils vont garder les mêmes coordonnées dans le repère lié. Et aussi, il y a un repère intermédiaire. Donc les repères intermédiaires, ce sont des repères qui vont permettre le passage du repère fixe au absolu au repère lié et l'inverse. Ça, on va le voir en détail dans la vidéo prochaine. Donc je donne ici un exemple d'une porte au mouvement. Donc je prends le référentiel ou bien le repère R0 lié au sol comme repère absolu. Et je considère un repère RS lié à la porte. Donc la porte, elle est fixe par rapport à RS. Si on choisit arbitrairement 3 points de la porte, ils vont garder les mêmes coordonnées. Ils vont garder les mêmes coordonnées dans RS, quel que soit le temps. Voilà, donc il y a aussi la porte, comme vous voyez, elle est comment? Elle est en mouvement par rapport à R0. Elle est en mouvement par rapport à R0, mais elle est fixe par rapport à RS. Et aussi, je peux introduire des repères qui sont intermédiaires, et ces repères-là, ils vont permettre le passage de RS à R0 et l'inverse. Ici, donc, je montre la formule de la dérivation de Bour. Donc, cette formule, il permet le calcul de la dérivée d'un vecteur par rapport à un repère R0, par exemple, à partir du calcul de la dérivée de même vecteur par rapport à t dans un repère différent. Donc, on nous montre la formule du sur dt dans R0 égale la dérivée de u par rapport au temps dans R plus oméga de R par rapport à R0 vectoriel U. C'est le vecteur de rotation instantanée de R par rapport à R0 vectoriel U. Cas particulier, si c'est un cas qu'on utilise fréquemment dans les calculs, si U est un vecteur fixe dans R, si U est fixe dans R. Voilà, donc dans ce cas, on va avoir du sur dt dans R égale au vecteur nul. Donc la formule de Bour va se réduire à la dérivée de U par rapport au temps dans R0 égale oméga, le vecteur oméga vectoriel U. Définition 3. Le vecteur vitesse d'un point P du solide S dans R0 est égal à la dérivée du vecteur position OP par rapport au temps dans R0, O étant l'origine du repère de référence R0. Je passe maintenant à l'équipe projectivité du champ des vitesses d'un solide indéformable. Ici, nous avons un solide indéformable, S. Ici, je représente un repère de référence R0 d'origine O. A et B sont deux points quelconques du solide indéformable. Donc A et B sont choisis d'une manière arbitraire. Ici, je représente le vecteur vitesse du point A et ici, je représente le vecteur vitesse du point B. Comme vous voyez, la projection orthogonale du vecteur A sur la droite passant par A et B est égale à la projection orthogonale du vecteur VB
sur la même droite. Donc les projections ils sont égales. Cela donc est traduit mathématiquement par l'équation VA appartenant à S par rapport à R0 scalaire à B égale à VB appartenant à S par rapport à R0 scalaire à B. Maintenant, on va démontrer que le champ des vitesses d'un solide indéformable est équiprojectif. Soit A et B, deux points quelconques d'un solide indéformable, S, R0, un repère de référence. On a, d'après la définition du solide indéformable, on a quel que soit T, la norme de AB carré égale une constante. Donc la distance séparant deux points du solide reste constante au cours du temps. Et l'on découle que la norme de AB, de vecteur AB carré, égale une constante. Maintenant, si on dérive par rapport au temps dans R0, on va avoir que la dérivée de AB, de la norme de AB carré, par rapport au temps dans R0 égale à 0. C'est-à-dire la dérivée de AB scalaire AB par rapport au temps dans R0 égale à 0. AB scalaire AB, c'est la norme de AB carré. Et maintenant, on va développer cette dérivation. On va avoir que la dérivée de AB par rapport au temps scalaire AB plus AB scalaire la dérivée de AB par rapport au temps dans R0 égale à 0. C'est-à-dire que 2AB scalaire la dérivée de AB par rapport au temps dans R0 égale à 0. Maintenant, je vais utiliser la relation de Chasles. On va écrire que AB égale OB moins OA. OB moins OA. Il va avoir AB scalaire, la dérivée de OB moins OA par rapport au temps dans R0 égale à 0. Cela est équivalent à AB scalaire d de OB sur dt dans R0 moins la dérivée de OA par rapport au temps dans R0 égale à 0. Ce terme-là, il traduit la vitesse du point B et ça traduit la vitesse du point A. On va avoir AB scalaire la vitesse du point B appartenant à S par rapport à R0 moins la vitesse de A appartenant à S par rapport à R0 égale à 0. Finalement, on va avoir le produit scalaire de AB et la vitesse du point B appartenant à S par rapport à R0 égale au produit scalaire de AB et le vecteur vitesse du point A appartenant à S par rapport à R0. Ce qui démontre l'équiprojectivité du champ des vitesses d'un solide indéformable. Dans la vidéo précédente, on a vu le théorème de Delasus. Ce théorème, il stipule que tout champ de vecteur est antisymétrique et est équiprojectif, et s'il est équiprojectif, il sera automatiquement antisymétrique. Donc on va appliquer ce théorème, on va l'appliquer sur le champ de vecteur vitesse d'un solide indéformable. Donc on vient de démontrer que notre champ de vecteur vitesse d'un solide indéformable, il est équiprojectif. Donc on peut déduire qu'il est aussi antisymétrique. Et cette antisymétrie, on peut l'exprimer, on l'exprime par la relation de Varignon, qu'on appelle aussi relation d'antisymétrie. Donc dans cette relation, il y a le vecteur vitesse d'un point B d'un solide indéformable S par rapport à R0 égale la vitesse d'un autre point A du même solide indéformable S par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel AB. Oméga, c'est le vecteur de rotation instantané. C'est l'invariant vectoriel, qu'on va le voir, du torseur cinématique. Donc oméga, c'est l'équivalent de R pour un torseur. C'est l'invariant vectoriel, c'est la résultante. Ça, on va le démontrer, comme vous allez voir dans la diapo suivante. Le champ des vitesses d'un solide indéformable est équiprojectif. Donc, il est antisymétrique d'après
le théorème de De Lassus. Donc il existe un vecteur R tel que la vitesse d'un point B appartenant à S par rapport à R0 est égale à la vitesse d'un point A appartenant à S par rapport à R0 plus R vectoriel AB. R est un invariant vectoriel caractérisant bien sûr le torseur cinématique. Nous déterminons ce vecteur R. On a la dérivée du vecteur AB par rapport au temps dans R0 égale à la dérivée de AB par rapport au temps dans RS. RS est un repère lié au solide. Plus oméga de RS par rapport à R0 vectoriel AB. Ça, c'est l'utilisation de la formule de dérivation de Bourg. Donc, on dérive AB par rapport au temps dans R0. C'est la dérivée de AB par rapport au temps de le repère RS, plus oméga RS par rapport à R0 vectoriel AB. AB est un vecteur lié au solide, donc il est invariant dans RS. On va avoir donc la dérivée de AB par rapport au temps dans RS égale à 0. Donc il va nous rester la dérivée de AB par rapport au temps dans R0 égale oméga de RS par rapport à R0 vectoriel AB. Tout la vitesse, ça c'est quoi? C'est d de AB sur dt, c'est d de OB moins d de OA, c'est-à-dire la vitesse de B qui appartient à S par rapport à R0 moins la vitesse de A qui appartient à S par rapport à R0 égale à oméga de R S par rapport à R0 vectoriel AB. C'est-à-dire que finalement, après avoir utilisé la relation de Charles, on va avoir la vitesse de B appartenant à S par rapport à R0 égale la vitesse de A appartenant à S par rapport à R0 plus oméga de RS par rapport à R0 vectoriel AB. Donc, voilà, si on confronte ces deux écritures, ou bien ces deux formules, donc on peut déduire que R c'est égal à oméga de RS par rapport à R0. Et ici, je peux remplacer RS par S parce que RS est lié à S. Et on écrit que R égale oméga de RS par rapport à R0 égale aussi oméga de S par rapport à R0. J'arrive maintenant au torseur cinématique. Dans la vidéo 1, nous avons vu qu'un champ de vecteurs équiprojectif ou antisymétrique est un torseur. Donc, le champ de vecteur vitesse, on vient de démontrer qu'il est équiprojectif et antisymétrique. Donc, c'est un torseur. Le torseur associé à ce champ de vecteur vitesse, des points d'un solide indéformable, on va l'appeler le torseur cinématique. Torseur cinématique, donc ici, je donne la formulation du torseur. Ou bien ici, vous voyez TV, c'est la notation que j'ai adoptée dans ce cours. Donc TV, c'est torseur vitesse de S par rapport à 0 égale. Ici, je vais donner les éléments de réduction du torseur en un point A du solide. Oméga, il est invariant. Donc c'est la résultante, c'est le vecteur instantané de rotation. Et ici, le moment, c'est la vitesse du point A, un point A qui appartient au solide par rapport à R0. Voilà, ici, maintenant, je vais donner quelques propriétés du vecteur instantané de rotation. Oméga dépend du mouvement des solides, mais pas de A et B, c'est-à-dire oméga, il est le même pour tous les points du solide. Ça, c'est évident, puisque c'est la résultante du torseur, et la résultante, on sait qu'elle est un invariant vectoriel. Voilà, maintenant je passe à la deuxième propriété, c'est que le oméga dépend du temps. C'est-à-dire que oméga, il peut évoluer en fonction du temps. Il est le même à un instant donné pour tous les points. Pour tous les points du solide, il est le même. Oméga, c'est le même.
il est invariant à un instant t pour tous les points, mais il peut varier d'une date t à une date ultérieure t'. C'est-à-dire, à un instant t, on a le même oméga pour tous les points du solide indéformable, et à un instant ultérieur, t', il peut changer le oméga, il peut devenir par exemple oméga prime, et ça va être le même pour tous les points du solide indéformable. Donc oméga, c'est un invariant dans l'espace, mais pas dans le temps. Ici, la dernière propriété, c'est que oméga dépend du référentiel R0. Ça c'est normal, ça c'est évident, puisque le oméga c'est défini par rapport à R0. Voilà, donc maintenant on va voir la composition des vecteurs instantanés de rotation. Soit il y a un vecteur quelconque, R2, R0, R1, R2, 3 repères. Donc on note les vecteurs instantanés de rotation oméga R1 par rapport à R0, et oméga de R2 par rapport à R1, et oméga de R2 par rapport à R0. Voilà. D'après la formule de Bohr, on écrit la dérivée de U par rapport au temps dans R0 égale à la dérivée de U par rapport au temps dans R1 plus oméga R1 par rapport à R0 vectoriel U. C'est une application facile du théorème de Bohr. Et du sur dt dans R1, toujours application de formule de Bohr, on trouve qu'il est égal à du sur dt par rapport, ou bien dans R2, plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel U. Maintenant, je vais injecter ce résultat, ou bien cette expression-là, je vais l'injecter ici. On va remplacer ici. D'où la dérivée de U par rapport au temps dans R0 égale la dérivée de U par rapport au temps dans R2 plus oméga R2 par rapport à R1 vectoriel U plus oméga de R1 par rapport à 0 vectoriel U, qui est égal aussi à ça. Voilà, on peut écrire cette expression-là facilement comme ça. Donc c'est oméga R2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 de tout factoriel U. Ici, donc, j'applique la formule de Bohr entre les repères R2 et R0 sur le vecteur U. Donc, la dérivée de U par rapport au temps dans R0 égale à la dérivée de U par rapport au temps dans R2 plus oméga de R2 vectoriel R0 vectoriel U plus oméga de R2 par rapport à R0 vectoriel U. Maintenant, on confronte les deux résultats, les deux derniers résultats. On trouve que ça égale à ça, c'est-à-dire oméga de R2 par rapport à R0 égale à oméga de R1, ou bien de R2 par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R0. C'est-à-dire qu'on peut décomposer le vecteur de rotation instantanée de vecteur d'instantané de rotation R2 par rapport à R0 comme suit, donc égal oméga de R2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0. Donc ce vecteur est aussi la composition de ce deux vecteurs. Voilà. Maintenant, on va passer à la généralisation. On peut généraliser sur n plus 1 repère. On écrit donc oméga de Rn par rapport à 0, c'est oméga de Rn par rapport à Rn-1 plus oméga de Rn-1 par rapport à Rn-2, etc. jusqu'à oméga de R1 par rapport à R0. Voilà, on peut aussi démontrer, en utilisant la relation de Bohr, on peut démontrer que le vecteur de rotation instantanée, ou bien le vecteur instantané de rotation oméga de Ri par rapport à Rj, I différent de G, est égal à moins oméga de Rj par rapport à R1. Par exemple, oméga de R2 par rapport à R1 égale à moins oméga de R1 par rapport à R2. Maintenant, je vais présenter le champ des accélérations d'un solide, comme on l'a fait pour le champ des vitesses d'un solide. Donc, on va calculer l'accélération d'un point B
qui appartient au solide indéformable par rapport à R0. Et on va chercher une relation entre l'accélération au point B et l'accélération au point A, avec A et B sont deux points choisis arbitrairement du solide. Donc, je rappelle la formule de Varignon concernant la vitesse. Donc, la vitesse de B par rapport à R0 égale la vitesse de A par rapport à R0 plus oméga vectoriel de S par rapport à R0 vectoriel AB. A et B sont deux points choisis quelconques, deux points quelconques du solide indéformable. Donc, je commence la dérivation pour avoir de vitesse B pour avoir l'accélération du point P. Donc, je dérive. Voilà la dérivée de la vitesse au point B par rapport au temps dans R0. Ça va donc être égal à la dérivée de la vitesse A plus la dérivée de oméga vectoriel AB. Donc, c'est ça. Puis, donc, ça va donner la dérivée de l'accélération de A dans R0, ça va donner de la vitesse dans R0, ça va donner l'accélération de A, puis plus là, ici, donc, j'ai la dérivée d'un produit vectoriel, donc je l'écris comme vous voyez, donc c'est la dérivée, je le décompose, donc c'est la dérivée de oméga sur dt vectoriel AB, plus oméga vectoriel, la dérivée de AB par rapport au temps dans R0. Finalement, on va obtenir oméga de B, l'accélération de B qui appartient au solide par rapport à 0, égale l'accélération de A, plus la dérivée de oméga par rapport au temps dans R0, vectoriel AB, plus oméga vectoriel, voilà, oméga vectoriel AB. Donc, cette formulation montre qu'on ne peut pas donc avoir une écriture qui va permettre bien sûr de montrer que le champ des accélérations est un champ antisymétrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé oméga de B égale à oméga de A plus un vecteur R vectoriel AB. Donc, ça, on ne l'a pas obtenu, ce qui montre que le champ des accélérations d'un solide n'est pas antisymétrique et par conséquent, il n'a pas la structure de torseur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le champ des accélérations d'un solide indéformable est un torseur. Voilà. Donc, comme vous avez vu, maintenant je vais présenter des mouvements particuliers d'un solide indéformable. Je vais commencer par le mouvement de translation. Ici, je montre un repère R0, voilà un repère fixe ou bien un repère absolu, R0 d'origine O0, et S qui est en mouvement de translation en fonction du temps. Ça, c'est le solide à l'instant T1, puis le même solide à l'instant T2, et le solide à l'instant T3. Voilà. Donc, c'est quoi un solide en translation? Un solide, il est en translation si tout segment reliant deux points de ce solide reste parallèle à eux-mêmes en fonction du temps. Donc, les segments doivent rester parallèles à eux-mêmes en fonction du temps. C'est-à-dire que le vecteur reliant AB, le vecteur AB, il reste constant. Voilà, donc partant de cette définition, on dérive AB par rapport à T dans R0, on va trouver vecteur nul. Parce que AB, il est constant dans R0. Maintenant, dérivé de AB sur dt dans R0, je vais donc insérer ici le O0, je vais avoir dA O0 sur dt dans R0, plus t de O0b sur dt par rapport à R0, qui est égal au vecteur nul. Ça, c'est le vecteur moins VA, par définition de vecteur vitesse de A, c'est moins VA, et ça, c'est VB. C'est-à-dire que VB moins VA égale au vecteur nul. C'est-à-dire que la vitesse au point B égale la vitesse du point A. Et si on confronte ce résultat avec
le résultat, ou bien voilà, la relation de Varignon, on va trouver que le oméga égale à 0. Parce que VB égale à VA d'après Varignon, plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel AB. Donc oméga vectoriel AB égale à 0, c'est-à-dire qu'oméga égale au vecteur nul. Oméga égale au vecteur nul, c'est-à-dire, ça c'est évident, donc dans la translation, il n'y a pas de rotation. Et la vitesse au point B égale à la vitesse au point A. A et B sont deux points quelconques du solide. C'est-à-dire que le champ de vitesse est un champ uniforme. C'est-à-dire que tous les points du solide S, à un instant donné, ils ont même vecteur vitesse. On parle de vitesse de translation. Ça ne veut pas dire que la vitesse reste constante en fonction du temps. Il peut évoluer la vitesse en fonction du temps. Il peut augmenter, il peut diminuer, mais le vecteur il peut changer. Donc le vecteur vitesse peut changer d'un instant à un autre, mais à chaque instant, il est le même pour tous les points du solide indéformable. Tous les points du solide indéformable, à un instant donné, ont même vecteur vitesse. Maintenant, je vais présenter différents types de mouvements de translation. Donc, il y a la translation rectiligne, comme le montre la figure. Donc, ici, je montre une voiture en mouvement à des instants différents. Donc, la voiture se déplace en mouvement rectiligne et on parle de mouvement de translation. Ici, je montre un exemple de translation, mais un exemple de translation circulaire. C'est celui de la cabine. Donc, la cabine est un mouvement de translation circulaire. Si on choisit arbitrairement deux points A, B, par exemple, ce point-là, A, et celui-là, je vais le noter B. Donc, AB, il va rester parallèle à lui-même en fonction du temps. Il va rester parallèle à lui-même. C'est-à-dire que le vecteur AB, il va rester constant. Et la trajectoire du point A ou bien du point B, il sera circulaire. Donc il s'agit d'une translation circulaire de la cabine. Voilà, ne faites pas confusion avec la roue. La roue, ou bien une barre de la roue, elle est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Mais la cabine, elle est en mouvement de translation circulaire. Voilà, le dernier type de translation, c'est celui de la translation curviligne. Ici, je montre un exemple de téléphérique. Donc la cabine, suspendue dans le téléphérique, donc la cabine, elle effectue un mouvement de translation curviligne. Voilà, donc si on choisit arbitrairement deux points A, B de la cabine, on va voir que ces deux points, le segment reliant ces deux points, ou bien le vecteur reliant ces deux points, il va rester le même au cours du mouvement. Il va rester, le vecteur AB il va rester constant en fonction du mouvement et le segment il va rester le même en fonction du temps. Donc, mais la trajectoire d'un point A ou bien un point B de la cabine, elle va être une trajectoire curviligne. C'est-à-dire, ici, on parle de translation curviligne de la cabine. Voilà. Donc, une remarque que j'aime bien émettre à propos du mouvement de translation, c'est que j'ai constaté chez les étudiants une fausse représentation qu'ils font. Voilà, la plupart des étudiants, d'après mon expérience, ils font la confusion entre le mouvement de translation et le mouvement rectiligne. Donc la translation n'est pas toujours rectiligne et la translation n'est pas toujours uniforme. La translation n'est pas toujours rectiligne. Voilà, je viens de présenter des exemples de translation circulaire et de translation curviligne. Et aussi la translation n'est pas forcément uniforme. Par exemple, si on prend l'exemple de la voiture, donc par exemple, dans cet exemple, la voiture, il peut augmenter sa vitesse. Donc, sa vitesse augmenter en fonction du temps. Mais sa trajectoire, ou bien, elle va rester toujours rectiligne.
c'est-à-dire la vitesse peut changer en fonction du temps, mais à chaque instant, le vecteur vitesse de tout point de la voiture, elle est le même pour tous les autres points de la voiture au même instant. Le mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère R0 est un mouvement de translation de vitesse. Si et seulement si son torseur cinématique est un couple. Donc le torseur cinématique dans le cas pour un solide indéformable au mouvement de translation est un couple, puisque oméga égale à 0. Et bien sûr, il existe un point A qui appartient à S de vitesse non nulle. Donc, il s'agit d'un torseur couple. Je passe maintenant à un autre type de mouvement particulier d'un solide indéformable. Voilà, c'est le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Je donne l'exemple de la roue de la bicyclette et je donne aussi l'exemple du volant de la voiture. Donc, voilà, lorsque ces deux objets, ou bien ces deux solides, lorsqu'ils sont en mouvement, donc ils effectuent un mouvement de rotation autour de leur axe. Même chose pour le volant. Voilà, donc un solide S en général est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Si les points situés sur cet axe, c'est-à-dire les points qui appartiennent à l'axe, ont une vitesse nulle. C'est-à-dire que les points appartenant à l'axe, ils auront bien sûr une vitesse nulle. Voilà, ça c'est important. Et le mouvement, comme vous allez le voir, et le mouvement des autres points, il va être un mouvement circulaire centré sur cet axe. C'est-à-dire pour les autres points, si on prend un point qui appartient à la jante, on va voir que ce point, il va effectuer un mouvement circulaire centré sur l'axe. Je passe maintenant aux propriétés concernant le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, delta par exemple. Le vecteur instantané de rotation oméga, qu'on appelle aussi vecteur angulaire. Vecteur angulaire, on a l'habitude d'utiliser vitesse angulaire pour le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc, le vecteur oméga, c'est la vitesse angulaire et aussi c'est le vecteur instantané de rotation. Il est parallèle à l'axe de rotation delta et son orientation est donnée par la règle de tire-bouchon, comme le montre ici la figure. Donc, oméga est confondu avec delta et son orientation dépend de l'application de la règle de tire-bouchon. Ici, je montre un tire-bouchon. Voilà ici le sens de rotation, qui est le sens aussi de rotation de mouvement, le sens de mouvement, et aussi le sens de l'avancement de tire-bouchon. Le sens de l'avancement de tire-bouchon, il va nous permettre d'avoir le sens de oméga. Il va nous permettre d'avoir le sens de vecteur de rotation ou bien le vecteur de vitesse angulaire. Remarquez bien que j'ai utilisé ici oméga minuscule, ici je note oméga majuscule. Parfois dans le cas des mouvements de rotation autour d'un axe fixe, on opte pour la notation oméga. Oméga ici c'est égal à oméga de S par rapport à R0. Ici donc je montre voilà une imitation d'un tire-bouchon avec la main droite. Donc on peut imiter le tire-bouchon avec la main droite. Attention, n'utilisez pas la main gauche. Donc les quatre doigts, ils montrent le sens de rotation et le pouce, et il montre voilà le sens de oméga. Voilà ici, par exemple, le sens du mouvement, il est comme ça, et oméga vers le haut. Et ici, le mouvement, il est dans le sens inverse, oméga, il va être vers le bas. Tous les points du solide ont même vitesse angulaire. Par exemple, c'est oméga égale à phi point. Donc, voilà, tous les points ont même vitesse angulaire.
donc les points soit loin de l'axe ou bien proches de l'axe, ils auront même vitesse angulaire. Voilà, même vitesse angulaire à un instant donné. Ça ne veut pas dire qu'oméga reste constante. Il peut changer, mais elle est toujours la même pour tous les points. La vitesse linéaire, au contraire de la vitesse angulaire, elle augmente en s'éloignant de l'axe de rotation. Donc il y a une relation qui lie la vitesse linéaire d'un point qui appartient au solide avec la vitesse angulaire. Donc la vitesse égale r phi point. Avec r, c'est la distance séparant le point A avec l'axe de rotation delta. Voilà. Dans le cas d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, on parle de torseur cinématique qui est glisseur. Donc le torseur cinématique se réduit à glisseur, c'est normal, puisque donc il existe un point qui appartient au solide différent de 0, c'est normal. Donc tous les points appartenant à l'axe ont une vitesse nulle. Donc il s'agit ici, et la résultante est différente de 0, puisque le solide il est en mouvement de rotation. Donc il s'agit ici d'un glisseur, un exemple d'un torseur glisseur. Je passe maintenant à la démonstration de la relation qu'on vient de présenter. Donc la vitesse d'un point A, la vitesse linéaire, égale à la distance R, ou bien le rayon R, fois phi point. R est la distance séparant le point A à l'axe delta. Donc, soit ici, on a un solide S, un point A choisi arbitrairement, différent, qui n'appartient pas à l'axe, donc un point quelconque, A. Donc, on montre que VA, la vitesse de A, comme illustré ici, donc VA par rapport à 0, elle est égale à R fois phi point. Donc, le A, lorsque le solide effectue un mouvement de rotation autour de l'axe delta, A effectue un mouvement circulaire autour de H. H est la projection de A sur l'axe delta. Or, donc, oméga égale à phi point Z0. Donc, oméga, d'après l'application de l'arrière du tire-bouchon, il est ici, il s'oriente vers le haut, il coïncide avec l'axe delta. Donc, oméga égale à phi point Z0, avec phi point, c'est la vitesse angulaire du solide S autour de l'axe delta. Donc, on a déjà vu qu'en appliquant la relation de Varignon, donc la vitesse de A égale, je fais donc le transport, ou bien la relation d'antisymétrie entre A et O0. Je dois écrire VA égale à VO0 plus oméga vectoriel O0A. Or, le point O0, il est fixe, comme vous voyez, il appartient au solide, est un point fixe. Bien sûr, on fait l'étude dans un repère OX0, Y0, Z0, qui est un repère absolu. Et voilà, le O0 ici, je l'ai choisi un point qui appartient au solide, mais voilà, le repère n'est pas lié. Faites attention, le repère n'est pas lié, c'est un repère fixe et absolu. Donc, VA égale à oméga vectoriel O0A, parce que la vitesse au point O0 égale à au vecteur nul. Maintenant, je vais décomposer O0A en O0H plus HA. Donc, O0A égale à O0H plus HA, qui est égal à oméga O0HA parce que oméga et O0H, ils sont collinéaires. O0H avec oméga sont collinéaires, c'est-à-dire que leur produit vectoriel est nul. Il reste donc oméga vectoriel HA. Je remplace oméga par phi point Z0. J'aurai donc phi point Z0 vectoriel HA, qui est égal aussi à phi point Z0 vectoriel HA-UN. Donc HA-UN. UN, c'est un vecteur unitaire normal, et UT, c'est un vecteur unitaire tangentiel. C'est un vecteur unitaire tangentiel. Et voilà, le repère UN-UT, c'est un repère local. C'est un repère local. Voilà, on l'appelle aussi le repère de Freinet. Donc, on écrit phi point Z0 vectoriel HA-UN. Et voilà, donc Z0 vectoriel UN
ça va donner quoi? Ça va donner UT. Parce que UT, UN, Z0 forment un repère direct. Donc ça va donner phi.HA UT et HA est égal à la distance R. C'est R phi.UT. Donc finalement on obtient VA par rapport à 0 égale R phi.UT. Donc la vitesse linéaire est toujours tangentielle, bien sûr tangentielle à la trajectoire du point A. Elle est tangentielle au cercle, à la trajectoire circulaire on va la créer ou bien suivie par le point A. Et la vitesse est égale, elle est tangentielle et aussi est égale à R phi.U tangentielle. Si on fait maintenant la norme de VA, on va avoir VA égale R phi point parce que UT est un vecteur unitaire et la norme de UT égale à 1. Ce qu'il fallait démontrer, VA égale à R phi point. C'est-à-dire, lorsqu'on s'éloigne de l'axe, bien sûr, le rayon R ou bien la distance R, elle va augmenter et du coup, la vitesse linéaire va augmenter. Et si on s'approche de l'axe delta, la distance R va diminuer, du coup, la vitesse linéaire va diminuer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie du chapitre cinématique du solide indéformable. Dans la vidéo prochaine, on va voir la deuxième partie de ce chapitre. Au revoir.